Bonsoir, donc on va redémarrer sur un sujet qui est passionnant. Comme vous le savez, le plus grand livre d'Alphonse Daudet, ce n'est pas la lettre de Montmoulin, mais c'est La Doulou, un livre où il décrit les progrès du Tabès. Vous m'entendez pas? Attendez, vous m'entendez pas? Vous m'entendez là, non? Je veux pas. Rapprochez-vous, parce que là... Bon, le sujet du cours est tout à fait bien, mais ce que je voulais dire, c'est que je faisais allusion donc à ce livre de Daudet sur la Doulou, où il décrit les progrès du Tabès, et c'est un petit peu qui va l'emporter, comme il a emporté beaucoup de littérateurs du XIXe siècle. Et c'est un petit peu le même genre de voyage que je vous invite, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui se passe quand ça ne va plus très bien là-haut, quoi. Donc, mais c'est très intéressant. Quand je me suis engagé dans ce projet, je me disais que ça allait être un peu pénible. D'ailleurs, ça l'a été. Il y a des parties qui sont un peu hardes, mais en même temps, c'est très intéressant de comprendre comment le système nerveux en particulier, mais pas uniquement lui, parce que la longévité, disons le vieillissement prolongé, ça ne touche pas uniquement le système nerveux, comme vous avez pu le constater. Mais pour la plupart d'entre vous, évidemment, il y a également de très jeunes gens qui sont là. Donc pour planter le décor, je vais partir d'un article, une revue extrêmement complète, qui a été publiée en 2013 par Lopez Otin et ses collègues, vous verrez tout à l'heure, et qui tâche de définir qui s'inspire de ce qui avait été fait sur le cancer, et qui tâche de définir les marques de vieillissement, face moins souriante de la longévité, non pas seulement cérébrale, bien sûr, mais générale. Voilà. Donc la longévité, c'est une question qui est très importante et qui ne peut se penser en termes de dégradation plus ou moins rapide des organismes à partir d'un âge qu'on aura arbitrairement appelé âge idéal. Il n'y a pas d'âge idéal. On doit au contraire se replacer dans la problématique ce que j'ai souvent énoncé dans les années qui ont précédé, puisque nous sommes à la 7e année, d'une instabilité des structures vivantes. C'est-à-dire que toutes les structures vivantes sont instables et elles sont soumises à un renouvellement permanent à tous les niveaux, que ce soit les niveaux moléculaires ou les niveaux cellulaires, et aussi évidemment au niveau des individus, comme vous le savez bien, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Donc il faut aussi ajouter à cette question du renouvellement des structures l'évolution des individus en tant qu'ils sont modifiés sur le plan épigénétique dans la structure de leur chromatine, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le noyau des cellules, et aussi dans la structure de leur réseau de neurones, puisque nous allons nous intéresser quand même essentiellement à la neurobiologie. Et ces modifications des réseaux de neurones se font au niveau des synapses, comme au niveau de la morphologie générale de ces réseaux. Ça résonne, hein? Ce n'est pas les acouphènes, je ne crois pas. Non. Donc cette distinction entre vieillissement et adaptation par individuation, qui est évidemment une distinction importante à faire, cette nécessité d'identifier cette part d'adaptation qui est incluse dans le vieillissement, est importante puisqu'elle trace la distinction entre les organismes qui ont une histoire et une mémoire, et ceux qui vivent dans l'immédiateté de l'instant présent. C'est-à-dire qu'on ni histoire ni mémoire. Beaucoup de bêtes sont dans ce cas-là, sans vouloir faire de peine aux amis des animaux. Évidemment, la distinction n'est jamais aussi tranchée, et on trouve de l'épigénétique et de l'adaptation individuelle dans tous les organismes, même les plus simples, comme Caenorhabditis elegans, par exemple, et c'est quelques 300 neurones sur 1000 et quelques cellules pour faire l'organisme total. Donc dans cette approche de la longévité qui repose sur la compréhension du renouvellement et ou de l'évolution des structures, on est obligé de distinguer parmi les organes ceux qui sont l'objet d'un renouvellement cellulaire continu,
comme l'intestin. Vous savez que l'intestin grêle, on change de ses cellules tous les 5 jours. Comme la peau, comme le système hématopoïétique, les cellules sanguines. Et ceux qui sont seulement partiellement renouvelés, c'est le cas du cerveau. C'est un organe, en effet, qui est un mélange de cellules post-mitotiques. Les neurones, en général, ne prolifèrent pas. Hein, et de neurones qui se renouvellent, il y en a quelques populations, à partir de cellules souches, les cellules souches neurales. Bon, évidemment, il y a les autres types cellulaires qui participent de la physiologie cérébrale, les astrocytes, qui sont les cellules gliales, les oligodendrocytes, cellules gliales aussi bien, les macrophages, qui sont très importants pour la physiologie, les cellules endothéliales vasculaires, qui feront l'objet, je pense, d'un ou deux cours dans les années qui viennent, je ne sais pas très bien quand. Ça dépend du temps qu'il me faut pour en finir avec le vieillissement, la longévité, pardon. Donc, nous voyons que nous allons retrouver dans notre approche de la longévité cérébrale nombre de thèmes déjà abordés dans les années précédentes, mais probablement à un niveau plus moléculaire, vous allez le voir. Donc, je reviendrai sur ces thèmes quand c'est nécessaire, mais j'entends aborder des questions nouvelles cette année par rapport aux 2 années précédentes où nous avons parlé des maladies neurologiques et psychiatriques. Donc, dans l'article auquel je faisais allusion de Lopez-Otin et collègues, le vieillissement est défini sous l'angle du déclin fonctionnel qui touche tous les organismes vivants. Cet article commence par une observation que nous pourrons prendre à notre compte au cours des jours qui viennent et concerne le lien entre cancer et vieillissement du point de vue de l'accumulation de lésions au niveau génétique, cellulaire et organique. L'accumulation qui ne transforme pas la physiologie en pathologie pour les aspects pathologiques du vieillissement qu'à partir d'un certain seuil. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'erreurs est permise, un certain nombre de mutations sont permises, un certain nombre de cassures sont permises, et on reste dans le cadre de la physiologie, et puis il y a un effet seuil à partir duquel ça devient moins facile. Donc, comme il s'agit de physiologie, vous avez cette question de l'homéostasie, et on doit considérer que toute intervention sur ces processus qui sont inclus dans la question de la longévité, eh bien, toute modification dans ces processus entraîne nécessairement une réaction de l'ensemble vers une régulation. L'homéostasie, comme vous le savez, se définit comme un système de régulation qui maintient les variations des éléments d'un ensemble physiologique dans des limites qui sont compatibles avec la normalité, la santé donc. Donc si je reprends une démarche utilisée en cancérologie, je dirais qu'on peut s'efforcer de repérer une série d'événements cellulaires et moléculaires qui sont des marqueurs du vieillissement. Et les auteurs de cet article se sont concentrés sur 9 marqueurs qui vont nous être très utiles pour structurer le cours de cette année et probablement de l'année prochaine, tant le sujet est vaste. Donc, leur identification repose sur 3 critères principaux et importants. Le premier, c'est que le marqueur du vieillissement doit se manifester pendant le vieillissement normal. Le deuxième, c'est que son aggravation doit accélérer le vieillissement, qui devient à ce moment-là anormal. Et son amélioration expérimentale, quand elle est possible, doit retarder le vieillissement normal et augmenter ce que les anglo-saxons appellent le healthy lifespan, c'est-à-dire le vieillir en bonne santé ou la durée de vie en bonne santé. Si je voulais ici définir la longévité, puisque le cours cette année est sur ce thème, je dirais que c'est un vieillissement normal augmentant la durée de vie en bonne santé. Donc sur cette base, on peut définir 9 marqueurs qui répondent plus ou moins à ces critères et qui sont tous distincts, mais qui sont évidemment en interaction les uns avec les autres. Alors le premier, c'est l'instabilité génomique. L'instabilité génomique, qu'on peut voir ici, c'est tout ce qui peut se passer au niveau de l'ADN et de la chromatine, qui est un système instable. Je l'ai souvent dit, le génome n'est pas un texte sacré qui serait immuable. C'est un système biologique
éminemment instable, et vous allez vous en rendre compte dans les jours qui viennent. Le deuxième, c'est le raccourcissement des télomères. Je reviendrai là-dessus. Les télomères, ce sont des régions de l'ADN qui se raccourcissent à chaque division cellulaire, pour la raison que les DNA polymérases ne peuvent pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elles occupent la place qu'elles devraient réparer au cours de, en tout cas, dupliquer. Et donc, on ne duplique jamais entièrement la chromatine, ce qui fait qu'il y a un raccourcissement à chaque division. Les altérations épigénétiques, qui sont les modifications de la structure de la chromatine, que ce soit par méthylation de l'ADN ou par modification des histones essentiellement au cours de la vie. Les atteintes à l'équilibre protéique, la protéostasis, c'est-à-dire les modifications des protéines, leur dégradation, leur renouvellement, qui peut se faire de façon plus ou moins correcte. La dérégulation des systèmes de mesure des nutriments, dont le glucose, ça c'est très important, bien entendu. La mesure, par exemple, des acides aminés qui sont dans le sang, des acides gras, la réponse au glucose avec l'insuline, tout ce qu'il y a derrière comme maladie de type diabète, tout ça évidemment sont des marqueurs importants. Les dysfonctions mitochondriales, la mitochondrie, comme vous le savez, on en a parlé souvent, est l'usine, entre guillemets, à ATP des systèmes vivants. Et donc une dysfonction mitochondriale évidemment catastrophique, en particulier au niveau du système nerveux. Je vous ai souvent dit que le système nerveux était un consommateur inconsidéré d'énergie, et en particulier chez Sapiens, qui a un cerveau lui-même inconsidérément grand. La sénescence cellulaire, qui est le fait que les cellules entrent en sénescence quand elles prolifèrent, c'est normal. Au bout d'un certain nombre de divisions, les télomères sont tellement raccourcis que de l'instabilité génomique s'installe au niveau des télomères et que les cellules entrent en sénescence puis en mort, mais les cellules postméiotiques elles-mêmes peuvent entrer en sénescence dès lors que la réparation ne se fait pas correctement, nous y reviendrons. L'épuisement des cellules souches, ça va avec le raccourcissement des télomères. Nous avons dans le système nerveux des cellules souches, en particulier au niveau de la zone subventriculaire et du gyrus denté. On en a parlé souvent l'année dernière, mais je remonterai les choses cette année. Et donc, elles prolifèrent, et elles peuvent proliférer peut-être un certain nombre de fois. Elles peuvent aussi entrer en sénescence. Et puis, quelque chose qui est évidemment très important, qui est l'altération des communications intercellulaires. Donc, ça sont les 9 marqueurs qu'on va prendre et que je vais essayer de vous décliner au cours des heures qui viennent. Donc, je reviendrai sur chaque point, et à chaque fois, je donnerai des explications plus approfondies sur tel ou tel aspect, concernant plus particulièrement, évidemment, le système nerveux. Une fois de plus, je sortirai forcément du cerveau. D'abord parce que ce n'est pas un organe isolé. Hein. Quand on parle d'insuline ou de mesure des nutriments, évidemment, ça ne se passe pas que dans le cerveau, ça va de soi. Et aussi parce que nombre de modèles qui ont été utilisés pour étudier cette question de la longévité ont été développés à partir de systèmes qui sont distincts du système cérébral, et en particulier le système hématopoïétique. Mais pas seulement. Par ailleurs, la levure, un organisme qui a été très très utilisé, et ils ne sont parfois obligés de nous intéresser à cet organisme qui n'a pas de cerveau, qui s'en sort très bien d'ailleurs. C'est une autre affaire. Souffre pas, c'est là ça. Donc, pour l'instant, j'attire votre attention sur le fait que 2 marqueurs ne s'adressent qu'aux cellules en division, le raccourcissement des télomères et l'épuisement des cellules souches. Ce sont 2 marqueurs qui ne sont pas indépendants, on en a parlé, et pour ce qui est du cerveau, ils ne concernent que les cellules souches neurales, celles de la zone sous-ventriculaire et du gyrus denté, puisque nous avons décidé cette année de ne pas nous intéresser aux non-neurones, aux glies en particulier, et aux macrophages, etc., dont je vous rappelle quand même qu'ils constituent 90% des cellules du cerveau. Les neurones sont une population minoritaire dans le système nerveux. Voilà. Donc, je crois que dans cette diapositive, je montre un tout petit peu les questions de neurogénèse chez l'adulte, donc dans différentes espèces. C'est une diapositive que vous avez dû voir dans les années précédentes, je ne sais pas, mais tous les vertébrés ont des cellules souches dans le système nerveux qui produisent de nouveaux neurones, et il y en a même qui en ont beaucoup, par exemple le poisson. Mais chez la souris, on a, et chez Sapiens tout aussi bien, enfin chez les mammifères,
nous avons deux zones de prolifération, une qui est dans ce qu'on appelle la zone subventriculaire ici et qui régénère des neurones dans le bulbe olfactif, des interneurones, et puis le gyrus denté ici, qui est dans l'hippocampe, une structure extrêmement importante, et qui régénère des neurones glutamatergiques au niveau de l'hippocampe, avec les fonctions dont nous avons parlé les années précédentes, sur lesquelles je reviendrai peut-être un petit peu, mais je ne pense pas que j'aurai énormément de temps pour rappeler. Mais s'il y a des questions, je suis là pour y répondre, si j'en suis capable. Donc, c'est exactement comme dans le système hématopoïétique, il y a dans ce système de la régénération et des changements des cellules. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui naissent, il y en a d'autres qui meurent. Sinon, il y aurait trop plein, comme dans certains cas de leucémie, dans le système hématopoïétique. C'est un équilibre entre ce qui pousse et ce qui décroît. Pour les télomères, je vous rappelle donc que c'est une région chromosomique dont l'ADN raccourcit à chaque division cellulaire du fait que la DNA polymérase ne peut aller plus loin que le télomère. Elle ne peut pas aller plus loin qu'elle-même. Donc, à chaque fois, évidemment, on est coincé. Ce raccourcissement des télomères est donc un marqueur du nombre de divisions qui ont précédé et de ce fait un marqueur du temps. Si on connaît la longueur du télomère, on sait combien de divisions on a fait dans les périodes qui ont précédé. Au-delà d'un certain point, la cellule entre en sénescence, ce qui veut dire que, sauf intervention d'une enzyme qu'on appelle la télomérase, et qui permet de restituer sa taille normale au télomère, eh bien, les cellules ne peuvent se diviser qu'un certain nombre de fois, ou bien devenir immortelles, et là, c'est pas bon. Autant vous le dire tout de suite, faut mieux pas. Voilà. Un autre point essentiel est que chaque marqueur a sa contrepartie ou presque. Par exemple, l'instabilité génomique, dont je ne donne pas vraiment une définition, mais qui comprend les lésions, les mutations, les modifications de l'ADN, appelle la réparation de l'ADN et le verrouillage de l'instabilité. En même temps, une chose qui est intéressante de voir, c'est que les interactions entre les 9 chapitres proposés sont nombreuses. Par exemple, le verrouillage de l'instabilité appelle des opérations épigénétiques, comme la méthylation de l'ADN ou la modification des histones. La modification des histones, c'est-à-dire leur niveau de méthylation, leur niveau d'acétylation, de phosphorylation, d'ubiquitination, etc. Voilà les histones ici, vous les voyez. Les histones, ce sont donc au nombre de 8 ici. C'est un petit corps qui fait le nucléosome. Vous avez deux histones H2, les H2A et les H2B, au nombre de 4. Puis vous avez H3 et H4. Entre le segment internucléosome, vous avez très souvent l'histone H1, qui est sur le DNA linker entre les deux nucléosomes. Et vous voyez que l'ADN est enroulé autour du nucléosome. Et chaque nucléosome, c'est 147 paires de bases. Donc ça, c'est la structure de base, si vous voulez, en gros, de l'ADN. Et donc ces histones peuvent avoir une queue C-terminale, que je n'ai pas présentée ici, mais qui est l'objet de multiples modifications post-traductionnelles. Et ces modifications ont un rôle extrêmement important à jouer dans la régulation de l'expression génétique. Donc ça, j'y viendrai souvent, j'en parlerai très souvent dans le cours de cette année. D'autre part, le raccourcissement des télomères induit des phénomènes de cassure de l'ADN, double brin en particulier, qui est une forme d'instabilité génétique, et participe à l'épuisement des cellules souches. Encore une interaction entre plusieurs items de ces 9 marqueurs. Donc toutes ces interactions peuvent être déclinées pratiquement à l'infini, en fait. Et bien entendu, j'ai été amené à segmenter les choses pour vous les présenter de façon aussi didactique que possible. Je fais ce que je peux. Mais nous sommes dans un système qui est extraordinairement interactif, ce qui peut avoir des effets bénéfiques, tant que ces interactions sont régulatrices, c'est-à-dire se compensent les unes les autres, et maintiennent le système général dans les bornes qui sont compatibles avec la physiologie normale, c'est-à-dire la santé, mais ça peut avoir des effets pathologiques dès lors que cette régulation ne se fait plus correctement. Donc on est dans un système en interaction. Les 9 items que je vous ai présentés sont en fait extraordinairement connectés et les uns agissent sur les autres. Donc la longévité, c'est donc la physiologie,
et les pathologies du vieillissement ou pathologies de cette longévité ne peuvent se comprendre qu'à partir de la physiologie. Donc vous trouvez là une espèce de vieille ancienne chez moi, qui est l'ancienne bernardienne. Vous êtes habitués désormais. D'ailleurs, j'espère que vous avez profité du bicentenaire de la naissance de Claude Bernard, 1813-2013, pour aller assister à ces nombreux colloques dont les universitaires sont familiers, les coutumiers, et de peaufiner vos connaissances sur le premier titulaire de la chaire de médecine expérimentale du Collège de France, qui est la seule chaire permanente en biologie au Collège de France. En fait, en plus, je pense que vous aurez remarqué que ces 9 marqueurs peuvent être divisés en différents chapitres. Nous avons des marqueurs génétiques, les voilà ici, je pense. Je ne vois pas très bien ici, donc je pense que ce sont des marqueurs génétiques et épigénétiques, les 3 premiers. Vous avez des marqueurs métaboliques, en fait de 4 à 6. Ici, ça sont des marqueurs métaboliques. Et puis, vous avez des marqueurs qui indiquent plutôt un niveau d'intégration entre cellules dans l'organisme. Les 3 premiers sont des marqueurs qui sont plus ou moins irréversibles. C'est-à-dire que on peut dire qu'ils sont négatifs pour la plupart. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, ce n'est pas bon, quand ces marqueurs baissent. Et ils sont pour une part irréversibles, encore que, évidemment, les marqueurs épigénétiques puissent être réversibles. Et puis, je vous ai parlé de la télomérase qui peut rallonger les télomères. Mais c'est clair, en tout cas, pour les lésions qui sont dues à l'instabilité génétique, qu'elles sont irréversibles, c'est les moins, évidemment, pour les télomères ou les modifications épigénétiques. Les 3 suivants sont ambigus. Ces 3 marqueurs-là sont assez ambigus parce que parfois, à petite dose, ça peut être bon. Voilà, tout dépend de la dose. C'est ni bon ni mauvais, c'est la dose qui compte en l'occurrence. Et les 3 derniers sont systémiques. Donc, ils incluent tous les systèmes. Donc, vous voyez, c'est une sorte d'intégration progressive entre le génétique et l'organique. Pour m'attarder un moment sur la physiologie, je voudrais maintenant introduire ici le principe d'une altération des structures biologiques liées à leur utilisation dans un domaine qui n'est pas le système nerveux pour l'instant, mais le système musculaire. Et là, je vais revenir, m'excuserez, pendant 5 ou 6 minutes sur quelque chose que j'ai présenté en 2009 et qui va me permettre d'introduire la suite. Donc ceux d'entre vous qui ont assisté au cours du 19 octobre 2009 se souviennent sans doute de la cassure des membranes musculaires qui est liée à l'activité physique et au rôle d'une protéine qu'on appelle MG53 dans la réparation des muscles. Donc, Kai et ses collaborateurs, dans un article publié dans Nature Cell Biology en 2009, ont identifié une protéine, donc 53, MG53, qu'ils ont purifiée à partir du muscle de lapin, mais qui est présente chez tous les mammifères, y compris chez nous, qui inclut un certain nombre de domaines qui permettent de la classer dans la famille des triphes. Donc ça, c'est le domaine transmembranaire. Ça, c'est à l'extérieur. Ce sont plein de domaines de type C2, c'est-à-dire qu'il y a des cystéines. Puis là, c'est le domaine cytoplasmique qui est tout petit. Elle est essentiellement exprimée dans le tissu musculaire, dans le tissu cardiaque et dans le tissu squelettique, dans les muscles, tous les muscles. Et en bas, j'ai marqué 2 mécanismes de réparation des membranes quand elles se cassent. La première, c'est quand il y a des forces qui ramènent les membranes l'une contre l'autre et qui permettent la fusion de la bicouche lipidique de la membrane. Et l'autre, qui est ici, qui est ce qui nous intéresse, c'est quand il y a un trou et qu'il y a des vésicules qui arrivent, qui se fusionnent entre elles et qui fusionnent avec la membrane et qui donc réparent la membrane. Donc, ça vient colmater la brèche d'une certaine façon. Donc, si vous retirez ce gène chez une souris, elles vivent, elles vivent 11 mois tranquilles, c'est déjà vieux pour une souris. Et puis, mais il ne faut pas les brusquer trop, d'accord ? Il ne faut pas les faire bouger trop. C'est-à-dire que si vous faites, comme on nous le demande à la Communauté européenne, de mettre des roues dans la cage pour qu'elle s'amuse, ce n'est pas bon pour la souris, d'accord ? Ce n'est pas bon parce qu'elle développe des myopathies, normalement, et la gravité de ces myopathies augmente avec l'âge. Et là, vous pouvez voir ici que vous avez une dégradation de la structure musculaire. Là, c'est un muscle normal, je crois, vers 3 mois.
les noyaux sont périphériques dans les muscles striés, donc ils ne sont pas au centre. Vous voyez ici qu'au bout de 3 mois, le muscle est un peu anormal, vous avez souvent des noyaux qui sont noyaux-centrés, puis au bout de 13 mois, votre fibre musculaire n'est pas du tout bien, quoi. Là, vous avez ce qui se passe, ça c'est le centrage du noyau. Vous voyez que chez le jeune, on a plus de noyaux centrés ici, et puis alors chez le vieux, c'est catastrophique. La vieille souris MG53-, n'est pas du tout correcte sur le plan musculaire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous lui faites une épreuve sportive, vous voyez qu'elle a beaucoup de mal à récupérer sa force musculaire. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a des trous dans les membranes. Alors, vous faites courir une souris, ça fait des trous. Et ça, vous pouvez le voir, c'est que vous balancez un colorant. Vous voyez ici que le colorant rentre dans les cellules parce qu'il y a des cassures. Hein. Donc ça, c'est un phénomène naturel, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous vous servez de vos muscles, ils cassent. Ils cassent, mais l'avantage, c'est que si vous n'êtes pas muté pour MG53, ça se répare. C'est-à-dire que vous pouvez, ici par exemple, vous allez faire un petit coup de laser sur votre fibre musculaire, et vous voyez que si vous êtes une souris normale, un sapiens normal, et que vous mettez un colorant, vous voyez que le colorant n'entre pas, ça répare tout de suite. Mais si vous prenez une souris MG53 et que vous faites un petit coup de laser sur la fibre musculaire, eh bien, ça ne répare pas. Hein, vous avez une entrée de fluorescence, c'est-à-dire que le trou reste permanent quasiment dans la cellule, au point que la cellule meurt. Vous voyez ici, c'est une lésion mécanique. Vous voyez que vous avez chez le mutant une dégénérescence de votre fibre si vous avez fait un petit trou avec, ici, c'est un trou avec un stylet, je ne sais pas, c'est un truc mécanique. Donc, les souris, en fait, ne supportent pas, par exemple, de courir dans une descente pendant 30 minutes si elles ont été mutées sur ce gène. Hein. En fait, elles ne peuvent supporter longtemps une course à la vitesse de 20 mètres par minute, qui correspond à 1,2 km/h. C'est beaucoup pour une souris. Hein. Et donc ça, c'est lié à l'altération de la membrane musculaire. Donc, je vous disais, c'est une perte donc, des capacités de réparation. Et si vous regardez en microscopie électronique, c'est très clair que là, vous avez une souris normale. Donc, si vous induisez une lésion, vous avez l'arrivée de MG53 aussi de la lésion. Et vous voyez ici que vous avez plein de vésicules qui arrivent et qui viennent réparer votre membrane. Tout ça, c'est des petites vésicules qui arrivent au niveau de votre membrane musculaire. Si vous n'avez pas votre protéine de fusion, vous voyez que vous avez beaucoup moins de vésicules. Vous n'avez plus de réparation, en fait. Et là, c'est une MG53 qui a été liée à une protéine fluorescente. Et on voit que si on fait une lésion, on a une accumulation de ces vésicules fluorescentes au niveau de la membrane qui viennent réparer la chose. Ce sont des protéines qui ont des cystéines, et vous pouvez muter une de ces cystéines en alanine, et ça empêche les protéines de faire des ponts disulfures entre elles. Et si vous mutez cette cystéine en position 242 en alanine, vous n'avez plus de fusion des vésicules entre elles, des protéines entre elles, et de ce fait, ce qui se passe, c'est que vous cessez de réparer votre membrane. Donc, pour réparer la membrane, il faut à la fois, et je vous passe les détails, et puis vous irez regarder le cours de 19 octobre 2009, mais il faut à la fois que ces protéines puissent se fixer sur des phospholipides chargés négativement qui sont à la surface des vésicules, donc elles se lient aux vésicules, et en même temps elles se lient entre elles, et ça les amène à ramener les vésicules les unes contre les autres, permettant ensuite une fusion avec la membrane musculaire. Voilà le processus tel qu'il se produit. Vous avez donc ici votre protéine MG53 qui se lie aux vésicules via le phospholipide chargé négativement qui est ici. Les SH se lient entre eux, donc ça fait des ponts disulfures. Et puis, grâce à ça, vous avez toutes les vésicules qui sont mises les unes à côté des autres au niveau de la lésion, et puis vous réparez votre membrane. Et ça se passe tout le temps. Tous ceux d'entre vous qui font du jogging le matin,
Ils savent qu'ils cassent leurs muscles tous les jours, ils les réparent tous les jours, tant que ça va. Un jour, ça ne répare plus. Voilà, bon. Donc, c'est une affaire que je vous avais racontée et qui m'avait conduit à vous proposer ce modèle, qui est un modèle qui a été vérifié depuis par les chercheurs depuis 2009 qui ont continué à travailler sur ce domaine. Alors, si j'ai fait ce rappel qui illustre la question de la réparation comme un processus physiologique permanent, c'est ça l'idée, c'est parce qu'à la fin du développement, en 2009, j'avais avancé la possibilité d'une forme de généralisation du phénomène, en particulier au niveau cérébral. Par provocation, j'avais suggéré qu'une trop grande activité cérébrale pouvait créer des lésions et que le vieillissement des mécanismes de réparation augmenterait la probabilité d'une neurodégénérescence. Histoire de vous inquiéter, j'avais dit vous pensez trop et ça fait des trous. Donc, je ne croyais pas si bien dire. Un article récent qui est publié dans Nature Neuroscience en 2013 et News and Views qui l'accompagne, de mon collègue Erup, me permet de revenir aujourd'hui sur cette possibilité avec des arguments plus sérieux et même plus inquiétants. Donc, vous allez voir, il ne faut pas trop réfléchir. Donc, dans leur introduction, les auteurs rappellent que les lésions de l'ADN neuronal pourraient contribuer au vieillissement cognitif, ça, on s'en doute, et au développement de pathologies telles que la maladie d'Alzheimer, mais d'autres maladies aussi. Donc, je vous rappelle que certains de nos neurones sont nés avec nous et mourront avec nous. Si on meurt, ils meurent. Si eux meurent, on peut survivre, ce qui n'est pas toujours souhaitable, mais c'est comme ça. Donc, on a des neurones qui ont notre âge, et leur ADN a subi de nombreuses lésions, c'est normal, hein, qui, pour la plupart d'entre elles, toutes, ont été réparées. Mais cette réparation, écoutez, elle se fait plus ou moins bien. Elle se fait même en général assez mal, parce que le mécanisme impliqué dans la réparation des cellules postmétotiques, qui s'appelle la non-homologous enjoining, c'est-à-dire la raboutage des bouts, hein, vous cassez votre ADN, il se raboute comme ça, mais c'est par un système qui n'implique pas ce qu'on appelle la recombinaison homologue. Dans quelques semaines, vous serez totalement au point là-dessus, pour ceux qui résistent, donc qui vont résister. Mais ce raboutage par ce mécanisme qui exclut la recombinaison homologue est un raboutage qui est imparfait, c'est-à-dire que ça fait des erreurs tout le temps. Donc vos neurones qui ont 100 ans, pour certains d'entre nous, bientôt, sont là, hein, mais ils ont des cicatrices, quoi. Et donc ces mutations, ces réparations introduisent évidemment donc des erreurs, et donc des mutations, hein, voilà. Donc le vieillissement s'accompagne d'une augmentation du nombre de cassures, ou en tout cas des marqueurs qui indiquent la présence de cassures. Alors un des marqueurs qui indique la présence de cassures, en particulier de cassures de type double brin d'ADN, c'est une histone, vous avez vu les histones tout à l'heure, c'est une histone 2A, hein, je vous rappelle à quoi ça ressemble les histones, hein. Voilà, c'est l'histone 2A, qui, quand elle est phosphorylée sur la sérine 139, s'appelle maintenant gamma H2AX, hein, bon, c'est comme ça, et H2A, donc l'histone H2A qui est phosphorylée sur la sérine 139, gamma H2AX, et ça, c'est un marqueur de cassure de l'ADN, cassure double brin essentiellement. Bon, il y a des doutes là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que alors, gamma H2AX a un rôle très important à jouer dans la mobilisation des systèmes de réparation, c'est-à-dire qu'elle amène au niveau de la cassure
toutes les protéines qui sont nécessaires pour cette réparation. Elle a aussi des fonctions autres, en particulier des fonctions épigénétiques qui influent sur la structure de la chromatine et donc modifient l'expression génétique. Il reste qu'il est très majoritairement admis que la vision ou la présence de gamma-H2AX le long des chromosomes au niveau de la chromatine est indicative de l'existence de cassures double brin dans votre génome et dans le mien, enfin dans le génome de façon générale. Donc, partant de ce constat, qui est un constat classique, les auteurs ont donné aux souris la possibilité d'explorer un nouvel environnement qui provoque une forte activité générale du cerveau chez ces animaux. Vous mettez une souris dans un nouvel environnement, elle se promène, elle va regarder. Et ça, c'est un comportement tout à fait naturel chez ces animaux. Et puis, ils ont doublé ça de stimulation plus précise, par exemple visuelle, chez la souris, ou une activation de certains neurones dans le striatum, je vous montrerai comment. Et j'expliquerai dans un instant comment ça se fait. Ils modulent les canaux ioniques en stimulant des protéines qui sont sensibles, des canaux qui sont sensibles à la lumière, qui ont été introduits génétiquement ou par l'utilisation d'un virus. Donc, tous ces protocoles, vous allez voir, augmentent les cassures double brin dans des régions spécifiques du cerveau, et ces cassures sont suivies par la présence de notre histone phosphorylé gamma-H2AX. Alors, les mêmes auteurs se sont intéressés à la régulation de la formation de ces cassures double brin dans le contexte de modèles de maladie d'Alzheimer. À cette fin, ils ont utilisé la souris transgénique qu'on appelle J20, qui exprime un gène muté humain, c'est-à-dire qu'il y a des formes génétiques chez l'homme de maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire des gens qui ont une maladie très tôt, en général, ce sont des formes mutées. C'est seulement 5% des formes qui sont des formes mutées, contrairement aux 95% qu'on appelle sporadiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça arrive. Et ça, c'est la mutation, donc la forme mutée qu'ils ont introduite chez la souris, c'est la mutation suédoise. C'est la mutation de la souris J20 qui a deux mutations. Une mutation ici, on a une lysine et une méthionine transformées en asparagine et leucine. Et puis ici, la mutation indienne, qui est la transformation d'une valine en glutamate. Et vous voyez ici que quand on a ces deux mutations, on développe la maladie. Donc ça, c'est tout ce que vous devez savoir sur la maladie d'Alzheimer, en gros. Donc en fait, la maladie d'Alzheimer, on ne sait pas très bien à quoi c'est dû, pour être très honnête, mais dans ces formes mutées, normalement, cette protéine transmembranaire a un site de clivage qu'on appelle un clivage en alpha au milieu de cette région rouge qui est la sécrétase alpha. Et cette partie qu'on appelle la partie soluble est donc sécrétée et va avoir une action, en particulier une action neurogénique, je vous montrerai. C'est quelque chose qui a été fait dans mon labo il y a déjà une dizaine d'années. Cette partie soluble va aller entraîner la prolifération des cellules souches dans le système nerveux. Mais quand vous avez des formes mutées de cette protéine, dont la fonction n'est pas entièrement vraiment identifiée à ce jour, eh bien, vous formez ce peptide-là, qui s'appelle le peptide A-bêta ou bêta-A4, et c'est lui qui fait des plaques. D'accord ? Non seulement vous ne formez plus cette protéine qui permet la prolifération de vos cellules souches et qui a un effet trophique apparemment sur le système nerveux, mais en plus, vous produisez ce truc-là qui s'agrège, qui fait des plaques, et quand vous oubliez quelque chose, vous avez le nom sur le bout de la langue, c'est probablement qu'il y a une plaque qui, quelque part qui s'est mal placée. Voilà. Il n'y a pas vraiment de corrélation entre l'Alzheimer et le nombre de plaques. Mais enfin, ce n'est pas une épreuve qu'on a envie de passer avant, dans un certificat d'embauche, le nombre de plaques au centimètre cube. Je pense que ce n'est pas très, très bon. Donc ça, c'est ce que vous avez besoin de savoir sur cette protéine.
En 2004, nous s'étions amusés avec ma collègue Isabelle Caillé, à l'époque, à regarder si cette partie soluble de l'APP, ici, qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, on s'était rendu compte que quand elle était libérée et qu'elle était présente dans le liquide céphalorachidien, eh bien, elle venait se fixer sur les cellules souches de la zone subventriculaire. Et vous voyez ici avec un double marquage avec le récepteur LGF, qui est un marqueur de ces cellules souches subventriculaires. Et puis ici avec un double marquage avec la PSA-NCAM, qui est un marqueur de ces cellules. Après, quand elles sont un peu plus matures, elles commencent à migrer pour aller se balader du côté du bulbe olfactif. Et surtout, ce qui nous était apparu, c'est que ce SAPP, par des expériences de perte et de gain de fonction, je vous montre juste une expérience de gain de fonction, eh bien, entraîne la prolifération de ces cellules souches. Donc, oui, c'est important d'avoir du SAPP et c'est important de ne pas avoir trop de bêta-A4 dans le système nerveux. Donc, ça, c'est cette souris J20. Elle, malheureusement, elle empêche la formation de SAPP et elle provoque la formation de bêta-A4, qui, évidemment, est un modèle de maladie d'Alzheimer chez la souris, bien entendu. D'accord? Il y a plein de mutations chez Sapiens qui entraînent plusieurs mutations qui amènent un phénotype de type Alzheimer génétique. Mais bon, voilà. Donc, dans un premier temps, donc, les auteurs ont suivi la présence de gamma-HDAX dans différentes régions cérébrales, des souris sauvages, normales, et des souris J20, hein, celles qui ont le gène humain muté, et montré chez des souris de 6 mois, donc 3 mois avant l'apparition des plaques. Dans ces souris, l'apparition des plaques se fait vers 9 mois. C'est lent, hein, l'apparition des plaques. Mais 3 mois avant les plaques, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait déjà une augmentation d'un ordre de 2 à 3, hein, du nombre total de spots de gamma-HDAX dans différentes régions importantes, hein, le cortex pariétal, le cortex entorhinal, l'hippocampe, etc. Donc ça, dans vos souris, voilà, ici, vous avez, bon, même dans les souris normales, hein, vous avez des trous, hein, voilà les spots de gamma-HDAX, vous pouvez les voir ici. Vous avez donc des cassures. Mais si vous prenez une souris qui exprime le gène muté présent dans les formes familiales humaines de la maladie, vous voyez qu'avant même d'avoir des plaques, vous avez une augmentation extrêmement importante du nombre de cassures, un facteur 3. Donc votre ADN est déjà plus cassé. Bon, c'est pas bon. Maintenant, si vous prenez vous voyez que dans le denté gyrus, qui est l'hippocampe, à 6 mois, vous avez non seulement le gamma-HDAX, mais vous avez aussi une autre protéine qui s'appelle 53BP1, qui est une protéine qui indique aussi que vous avez des cassures double brin. Donc, ça, c'est une constatation. Maintenant, si vous prenez des neurones en culture, tout bêtement normaux, et que vous rajoutez du bêta-A4, donc votre peptide amyloïde, eh bien, tout de suite, vous augmentez aussi le nombre de cassures dans votre ADN, c'est-à-dire que le bêta-A4 provoque lui aussi des cassures dans l'ADN. Alors, maintenant, vous pouvez vous amuser à jouer avec vos souris. Donc, vous prenez maintenant une souris, par exemple, elle est dans sa cage, puis elle reste dans sa cage, et puis elle reste dans sa cage. Pas fatigant, elle ne bouge pas. Hein. Ça, quand vous faites ça, voilà ici le nombre de cassures H2AX. Il n'y en a pas. Hein. C'est une souris sauvage, ça. Hein. C'est une souris normale. Il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Il y a toujours un peu de cassure. Hein. Ça, c'est normal. Maintenant, vous prenez la même souris, vous la sortez de la cage et vous la mettez dans un nouvel environnement. Donc, elle va aller explorer, comme n'importe quelle souris le fait quand elle sort dans le grand monde. Et tout de suite, vous voyez que ça vous fait des cassures. Hein. Bang. Hein. Et regardez dans le denté de gyrus, le nombre de cassures d'ADN, ce ne sont pas des souris malades, hein, ce sont des souris en parfaite santé.
Et puis ensuite, vous prenez l'autre protocole qui consiste à les sortir et puis à les revenir dans leur cage, et vous voyez que ça a réparé. C'est-à-dire que c'est exactement comme le muscle. Votre souris est mise en face d'un environnement anormal, enfin normal, je veux dire plutôt, et puis elle bouge, ça casse et ça répare. Donc si vous prenez la souris malade, enfin qui a le gène humain, eh bien le niveau de base d'abord est beaucoup plus élevé. Vous augmentez aussi le nombre de cassures, mais le problème c'est que vous revenez plus lentement au niveau de base. Donc ça suggère que le fait d'avoir ce gène de l'Alzheimer, eh bien, ça n'aide pas à la réparation de l'ADN. Au contraire. Et il est très probable que c'est vraiment le cas que ce soit des cassures, parce qu'il y a d'autres tests qu'on peut utiliser, en particulier le test de la comète. C'est-à-dire que vous mettez des noyaux de cellules dans un champ électrique, et si l'ADN est cassé, vous le voyez sortir, ça fait des queues qui sortent des cellules. Donc ça, c'est une souris normale qui n'a pas bougé, hein, c'est ce cas-là. Donc vous voyez, les petits noyaux sont très gentils, très jolis. Vous prenez une souris avec le gène muté humain et vous voyez que déjà, il commence à y avoir des cassures. Maintenant, vous prenez une souris normale dans un nouvel environnement et vous voyez les cassures apparaître. Donc, voilà quoi. Donc, ça, c'est le nombre de noyaux avec des queues de comètes qui ont été quantifiées. La dernière expérience qu'ils ont faite, et qui est évidemment une expérience qui est qui est assez intéressante, c'est de stimuler la vision, par exemple. Donc vous prenez une souris ici, et avec l'œil droit, vous la faites regarder des barres verticales, des colonnes de Buren, d'accord? Ça fait des trous. Je ne tirerai aucune conclusion esthétique, mais cette souris, si vous lui regardez une colonne de Buren, vous voyez, bang, hein, c'est pas bon. Voilà. Mais si vous regardez dans le cortex sensoriel, ça c'est dans le cortex visuel, hein, donc ça remonte jusqu'au cortex, ça fait des trous. Si vous regardez dans le cortex somatosensoriel, il ne se passe rien. Donc c'est assez spécifique de la fonction visuelle. Et là, c'est une souris où vous avez introduit donc, la chaîne rhodopsine qui a été clonée à partir d'une algue verte. Vous stimulez avec un microscope de photons, donc vous envoyez un rayon laser sur votre canal qui s'ouvre, qui fait rentrer des ions, et donc ça dépolarise vos neurones. Donc vous pouvez dépolariser vos neurones dans le striatum d'un côté de la souris. À ce moment-là, elle se met à tourner, le système moteur. Donc si vous stimulez d'un côté, elle va tourner d'un côté. Et là encore, vous voyez que du côté où ça tourne, vous avez une augmentation absolument catastrophique, extrêmement importante de ces cassures. Donc ça veut dire que comme pour les muscles, eh bien, au niveau de l'ADN, quand vous vous servez de votre cerveau, ça fait des trous. Hein. Je vous le disais il y a 4 ans, mais je ne savais pas que c'était vrai. Et que maintenant, je pense que c'est probable. Donc faites attention, ne pensez pas trop. C'est d'ailleurs ce que dit Carl Erup et ses collègues dans le commentaire qu'ils ont fait de cet article dans Nature Neuroscience, je crois. Et ils ont remis l'affaire dans le contexte en rappelant que les brins, les cassures double brin sont les lésions les plus sévères qu'on peut avoir dans un génome, et qu'elles sont produites normalement lors du collapse de la fourche de réplication au moment où mais là, ce n'est pas des collapses, parce qu'il n'y a pas de réplication dans les neurones, ils sont post-mitotiques, donc ça ne peut pas être lié à ça. Elles sont aussi produites par les radiations ionisantes ou par les drogues radiomimétiques qui font des cassures double brin dans l'ADN. Aussi par l'expression de rétrotransposons. Alors, je reviendrai beaucoup sur les rétrotransposons, j'en ai beaucoup parlé dans les années précédentes aussi, donc pour certains d'entre vous, c'est fastoche. Pour d'autres, c'est peut-être plus difficile, mais j'essaierai de vous reprendre. On fera un rattrapage scolaire. Moi, je passe mon temps à rattraper mon retard scolaire, de toute façon. Les cours du collège, c'est une bonne façon de le faire. Donc l'année dernière et l'année d'avant, et je crois même jusqu'à 3 ans, j'ai beaucoup parlé des éléments mobiles dans le génome.
Alors les auteurs soulignent, et c'est vrai que c'est très surprenant que des comportements aussi naturels que l'exploration d'un nouvel environnement entraînent des cassures de l'ADN. Mais ce n'est pas si étonnant que ça, puisque courir, ça fait des cassures dans le muscle, après tout. C'est peut-être simplement le signe que, comme je vous le dis souvent, en fait, les systèmes ne sont jamais en équilibre. C'est-à-dire que le vivant, ce n'est pas un truc qui se dégrade petit à petit jusqu'à la bascule finale. C'est quelque chose qui se reconstruit en permanence, qui se détruit et qui se reconstruit en permanence. Et la reconstruction se fait de moins en moins bien. En fait, la longévité, c'est de reconstruire aussi bien que possible, aussi longtemps que possible, ces choses qui se dégradent régulièrement. Donc, la régénération, la réparation, la robustesse de la réparation, c'est-à-dire faire une réparation qui soit aussi proche que possible d'un état compatible avec une fonction physiologique, c'est effectivement ça qui est la clé, si vous voulez, de la longévité au niveau pas uniquement du système nerveux, vous avez bien compris, c'est dans l'ensemble de l'organisme. Donc, ce que je viens de vous dire ouvre assez naturellement sur la réparation de l'ADN. Donc, c'était une sorte d'introduction que je donnais à des choses qui sont un peu plus hard, qui est la question de la réparation de l'ADN, et plus largement sur la question de l'instabilité génomique, qui sont des points qui vont nous occuper un certain temps. Donc, je voudrais commencer par discuter plusieurs articles, dont je vous donnerai les références si vous voulez. Vous savez que vous avez toujours accès, tout est écrit de toute façon, donc vous aurez forcément accès à ce cours. Donc plusieurs articles récents publiés dans DNA Repair en 2013 ou dans Nature en 2012 en particulier. La différence entre la réparation de l'ADN entre cellules, je vais discuter la différence entre les cellules qui se divisent et les cellules qui ne se divisent pas. Alors pour ce qui est du système nerveux, vous vous en souvenez, quand je parle des cellules qui se divisent, c'est les cellules souches neurales. Quand je parle des cellules, j'oublie les glies, et quand je parle des cellules qui ne se divisent pas, ce sont les neurones tels que vous les fantasmez en général, c'est-à-dire des choses qui ne bougent pas, mais qui ont cessé de se diviser il y a déjà un certain temps. Donc, ça mène une distinction dans le système nerveux adulte entre les progéniteurs de la zone subventriculaire et du gyrus denté et des neurones matures. Et après, ça, je m'attarderai un petit peu sur un autre de mes dadas, dont je vous ai souvent entretenu ici, qui sont le rôle des ARN non codants, essentiellement des micro-ARN, qui régulent, comme vous le savez, la stabilité des ARN messagers et leur traduction dans la réparation de l'ADN. Et puis après, je m'engagerai dans une discussion sur la chromatine et le noyau dans son ensemble. Donc cet ordre, c'est ce qui va venir là, dans les quelques heures qui viennent. Bon, cet ordre ne sera pas respecté, comme d'habitude, je ne respecte rien de ce que je dis dans les cours, parce qu'entre-temps, il y a des choses qui arrivent et ça m'amuse de les lire et de vous en parler, quoi. Donc c'est comme ça. Mais en gros, ce sera comme ça. Il faut comprendre que dans ces questions, il faut inclure la question très importante de l'architecture nucléaire. Et ça, c'est quelque chose dont je vous parlerai aussi, c'est-à-dire que le noyau, si c'est quelque chose de vivant, la mobilité du génome à l'intérieur même du noyau, quelque chose de très important, ce n'est pas des trucs qui sont fixes dans un noyau, les chromosomes, ça bouge même assez vite, pour rien vous cacher. Et donc, nous ne sommes pas dans un système statique. Dès qu'on parle du vivant, on n'est plus dans un système statique. J'y reviendrai longuement, en particulier quand nous parlerons, dans 4 séances, je crois, des lamines, qui sont des protéines de la classe des filaments intermédiaires. Il y a des spécialistes ici des filaments intermédiaires, j'en vois une en particulier, qui sont donc qui participent à la structuration des noyaux. Et puis, je vous parlerai évidemment de la mobilité de l'ADN et des chromosomes.
Donc juste pour faire une remarque introductive, la distinction entre cellules qui se divisent et cellules sorties du cycle cellulaire, qui sont donc dans la phase qu'on appelle G0, amène de nouveau à réintroduire la question du cancer. En effet, une cellule transformée, une cellule tumorale, cancéreuse, a développé des mutations qui lui permettent d'échapper à la sénescence et à la mort cellulaire. Donc, d'une certaine façon, on peut dire qu'elles sont gagnantes dans le darwinisme cellulaire. Enfin, elles sont gagnantes jusqu'à la mort du porteur, qu'elles provoquent elles-mêmes. Donc, elles sont peut-être gagnantes, mais elles ne sont pas très malignes. Donc, l'exemple classique, c'est la mutation de P53, un oncogène. Quand vous avez muté vos deux P53, ce n'est pas bon. Voilà. Alors, pour les cellules postmitotiques comme les neurones, leur vie très longue, le plus souvent aussi longue que la vie de l'animal qui les porte, exige au contraire, c'est-à-dire que ce qu'on voudrait, nous, quand on a une mutation, par exemple, dans une cellule tumorale, c'est que la cellule entre en apoptose et qu'elle meure. D'ailleurs, beaucoup de traitements qui adressent ces maladies sont des traitements qui tendent à faire entrer ces cellules en apoptose, disparaître. L'apoptose, c'est la mort cellulaire, un certain type de mort cellulaire. Alors que la réparation pour les neurones, parce qu'on ne veut pas qu'ils meurent, au contraire. Donc, en fait, on a deux systèmes. On veut des réparations qui permettent aux neurones d'échapper à la mort ou à une sénescence qui serait par trop catastrophique. Parce que des fois, il faut mieux se débarrasser d'un neurone qu'un neurone qui fait des trucs qu'on ne voudrait pas qu'il fasse. Donc, il y a donc là une contradiction, si vous voulez, entre éviter la transformation cellulaire, qui rend les cellules tumorales éternelles, alors qu'il faudrait les faire entrer en sénescence et en apoptose, essentiellement, et éviter, à l'inverse, à la suite des mutations qui sont semblables, la mort des neurones qui, eux, doivent être réparés et rester relativement alertes jusqu'à la fin. Cela me permet de vous rappeler que les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, Huntington, arrivent en général assez tard. Ils n'existent pas, ou exceptionnellement, dans des populations dont la durée de vie n'excède pas une cinquantaine d'années. Donc ce sont des maladies qui sont assez récentes et dont il faut se réjouir, puisqu'elles marquent quand même, c'est comme la crise des retraites. Il faut s'en réjouir parce que ça marque un allongement quand même de l'espérance de vie. Donc, d'ailleurs, ça ne va peut-être pas durer. Les économistes font toujours des trucs comme ça, mais des fois, il y a des effets d'accordéon. Enfin, pour l'instant, ça continue d'augmenter. Enfin, pas partout, pas partout. Le McDo est là. Donc, aux États-Unis, en gros, ça commence à baisser. Donc, le diabète de type 2 va peut-être nous sauver du Parkinson. Donc, rappelons donc que le génome de tous les organismes est constamment modifié par les agents endogènes et exogènes, ce que j'ai dit. Donc, respiration mitochondriale, réponse inflammatoire, erreur au cours de la réplication, agents physiques et chimiques, rayons UV, métaux lourds, polluants de toutes sortes. Donc tout ça conduit à la formation d'environ 100 000 lésions par cellule et par jour dans le génome. Ce n'est pas une blague. Des mammifères. Ces lésions sont extrêmement diverses. Elles incluent des mutations ponctuelles, des oxydations de l'ADN, des cassures créées par les rayonnements, des translocations, ça bouge le génome, des pertes et des gains de fonction chromosomiques, des intégrations de virus ou de transposons. Donc ça, c'est déjà un échantillon. Vous voyez le nombre de modifications qu'on peut avoir tous les jours, 100 000 par jour et par cellule. D'accord ? Les UV introduisent en plus un grand nombre de dimérisations de pyrimidine. Qui, si elles incluent ces dimérisations, les cytosines, sont immédiatement déaminées, c'est-à-dire l'amine est retirée, et la cytosine est transformée en thymidine, et hop, ça induit une mutation. Donc ces phénomènes normaux,
pour la plupart d'entre eux, sont pris en charge par les mécanismes de réparation de l'ADN. Vous savez qu'à quel point ces mécanismes de réparation sont fondamentaux pour que nous puissions survivre. Hein. Alors, parmi la panoplie des lésions possibles, alors, j'en ai énuméré quelques-uns. Sortez pas pessimiste. Hein, on s'y fait. En fait, c'est assez. En fait, on s'habitue assez à cette idée assez facilement. Oxydation, déamination, alkylation, etc. Les cassures simples ou double brin, les liaisons intrabrins ou interbrins. Et si ces modifications ne sont pas réparées, des altérations s'installent qui induisent une mutagénèse, substitution de base, petites insertions et délétions, réarrangement chromosomique plus important, etc. C'est en partie inévitable. Et au cours du temps, on constate l'accumulation de ces lésions génétiques qui sont à l'origine du développement des cancers et contribuent au vieillissement, dont le vieillissement cognitif. D'ailleurs, les maladies génétiques conduisant à un vieillissement prématuré sont dues à une accumulation anormale et rapide, très rapide, de lésions d'ADN non suivies de réparation. On peut citer les syndromes de Werner ou de Bloom, qui est une mutation d'une hélicase, qui sont des enzymes qui permettent de dérouler l'ADN qui est enroulé, ou même l'ARN qui est enroulé au moment de la transcription ou au moment de la réplication. C'est le syndrome de Cockayne, qui est un syndrome qui est lié à une mauvaise réparation de l'ADN, ou un syndrome, vous avez dû entendre parler, qui s'appelle l'ataxia telangiectasia, qui touche le système nerveux et induite par une mutation dans une protéine qu'on appelle ATM, c'est une enzyme qui est impliquée dans la réparation des cassures double brin. J'y reviendrai amplement plus tard. N'oublions pas ATR, qui est une enzyme assez proche d'ATM et qui est impliquée dans un autre syndrome qui s'appelle le syndrome de Sécal. Alors j'ai renoncé à vous présenter toutes ces maladies, j'aurais pu faire un truc vraiment rigolo. Honnêtement, je n'ai pas eu le courage de vous imposer ça. Donc ça reste très théorique tout ça, mais vous pouvez aller sur Google et vous verrez des photos. Mais vous n'êtes pas obligé de revenir la semaine prochaine après. Donc je préfère ne pas vous montrer les images. Mais ce sont des maladies absolument terrifiantes sur le plan du vieillissement, parce que ça n'atteint pas que le cerveau. C'est un vieillissement vraiment généralisé. Je laisse pour l'instant de côté une partie très importante de notre ADN, qui est l'ADN mitochondrial, dont les mutations et les délétions sont facilitées par un environnement qui est très riche en superoxyde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de radicaux libres dans les mitochondries qui créent des lésions dans le génome mitochondrial. Et en même temps, il y a beaucoup de lésions dans le génome mitochondrial qui sont liées à la prolifération des mitochondries, quand elles se divisent, quand elles répliquent leur ADN. C'est-à-dire que c'est l'essentiel des mutations dans le génome mitochondrial sont liées à la prolifération des mitochondries. Donc, j'y reviendrai dans le cours. En plus, les mitochondries n'ont pas d'histones, c'est-à-dire que leur DNA n'est pas protégé. En même temps, les histones peuvent gêner pour la réparation. Donc, il y a toujours du bien et du mal dans ces histoires. C'est jamais parfait. Le vivant n'est pas parfait. Pas mal quand même, pas parfait. Donc, ces mutations mitochondriales sont impliquées dans de très très nombreuses pathologies et très certainement dans le vieillissement normal. Même s'il faut relativiser, parce que les mitochondries sont très hétérogènes. Le concept d'hétéroplasmie, c'est-à-dire que dans une cellule, il peut y avoir une coexistence de mitochondries normales et de mitochondries mutées. Sauf si la mutée prend le dessus, à ce moment-là, vous avez l'homoplasmie, et à ce moment-là, c'est catastrophique parce que vous avez une homogénéité de votre génome mitochondrial, et s'il est muté, c'est pas bon. Donc la cause majeure des mutations mitochondriales, comme je vous le disais, c'est la réplication de l'ADN, plutôt que le stress oxydatif, curieusement. Voilà. Mais bon, le stress oxydatif joue aussi son rôle dans cette affaire. Donc la variété et la fréquence des lésions d'ADN nucléaire est en adéquation avec la complexité des mécanismes de réparation. Alors, collectivement, ces mécanismes de réparation, qu'on appelle DDR pour DNA Damage Response, ces DDR diffèrent selon le type de lésion considéré, mais tous les systèmes de réparation impliquent essentiellement trois étapes. La première étape, c'est la détection de la lésion.
C'est-à-dire que ce n'est pas tout qu'il y ait une lésion, il faut qu'il y ait un système qui dise là, il y a une lésion. Le deuxième, c'est l'accumulation des facteurs de réparation au niveau des sites de lésion, et puis la réparation de la lésion d'elle-même. Donc cette diapositive ici vous illustre de façon incroyablement simplifiée les différents types de lésions qu'on peut observer, et le type de réparation qui correspond avec les protéines impliquées et les pathologies associées. Le plus souvent ici, des cancers, en fait. Comme vous pouvez le voir, c'est des gens qui s'intéressent essentiellement à des tumeurs. Mais enfin, là, bon, c'est pas très, très joli. Ce que vous pouvez regarder ici tout de suite, oubliez le reste pour l'instant, j'y reviendrai, c'est les cassures double brin. Et tout de suite, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a deux modes de réparation des cassures double brin. Des réparations qui impliquent ce qu'on appelle la recombinaison homologue, et comme vous allez voir, ne peut se produire que dans les cellules qui prolifèrent, et sont des réparations qui sont extrêmement fidèles. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'erreur quand vous réparez à travers une recombinaison homologue. Vous allez voir pourquoi, c'est parce que le brin qui est cassé va aller chercher dans la chromatide sœur une région à copier qui n'a pas été touchée. Ça implique une reconnaissance de la chromatide sœur et ça implique aussi une grande capacité de se déplacer dans le noyau pour aller rechercher cette chromatide sœur. Et ça ne peut se faire qu'au cours, évidemment, de la prolifération parce qu'il faut que les chromatides se divisent. Et puis, dans les cellules post-mitotiques, mais aussi, c'est possible dans les cellules mitotiques en prolifération, vous avez ce que vous appelez tout à l'heure la non-homologus, c'est-à-dire que ça ne passe pas par la recombinaison homologue, end joining, qui implique d'autres enzymes de réparation, d'autres systèmes de réparation, mais qui, eux, comme je vous le disais tout à l'heure, entraînent des erreurs dans la réparation. Et dans les neurones, vous ne pouvez avoir affaire qu'à ce système de réparation parce que les neurones ne prolifèrent pas. D'accord ? Donc, quand vous réparez un neurone, vous faites systématiquement une erreur. D'accord ? Donc, la plupart des changements plus subtils de l'ADN, comme l'oxydation, ou les alkylations, ou certaines cassures simple brin, sont réparées par un système qu'on appelle le base excision repair, qui en fait consiste à retirer la base, pas grave, de la double hélice, et après la partie lésée du squelette de l'ADN est excisée, retirée et remplacée par l'ADN qui est néosynthétisé. Donc les enzymes clés dans cette affaire sont PARP1 et PARP2, qui sont des polyadépériboses polymérases 1 et 2, qui servent de détecteurs de la lésion. Donc ces protéines ici, elles permettent de détecter la lésion. Les dommages faits aux bases de l'ADN sont subtils, je viens de vous le dire, mais très nombreux. De nouveau, ils incluent l'oxydation. Il y a plus de 100 types d'oxydation qui ont été identifiés et attribués aux radicaux libres. Donc la déamination et l'alkylation. Je vais vous montrer ici. Vous voyez, tout ce qui est rouge là, ce sont des modifications possibles de votre ADN. Du mien aussi, rassurez-vous. Tout le monde y passe. Donc la lésion la plus courante, je l'ai cerclée en rouge ici, c'est l'oxydation des déoxyguanosines. C'est la plus fréquente. C'est aussi la mieux caractérisée. Et il a été calculé que 180 guanines sont oxydées par jour et par génome des mammifères. On trouve plusieurs milliers de 8-oxoguanosines, déoxyguanosines dans l'ADN nucléaire du tissu humain normal. D'accord ? Donc, c'est une modification qui est à la base de mutations qui se produisent au cours de la division cellulaire, de la réplication, parce que ce nucléotide modifié est lu comme une thymidine, pas comme une guanosine. Et donc, il s'apparie à de l'adénine et non à la cytidine, et donc ça fait une mutation GC donne GA. Il y a aussi, pour la même raison, des erreurs de lecture par les RNA polymérases, et donc vous faites des transcrits qui sont mutés, et donc des protéines qui sont elles-mêmes mutées et défectueuses. D'ailleurs, quand il y a une mutation comme ça, très très souvent, la RNA polymérase qui copie l'ADN pour faire de l'ARN n'est pas capable de
passer par-dessus la mutation et elle est remplacée par des polymérases moins précises, qu'on appelle polymérase zeta, polymérase GABA, polymérase zeta, qui peuvent faire un transcrit, mais c'est moins précis, donc ça introduit en même temps une erreur. Donc, ça induit des mutations donc, sur le même principe d'appareillement erroné. Donc, ces mutations sont de même ampleur que celles provoquées par l'oxydation des guanines et par ailleurs peuvent bloquer la progression des polymérases, comme je disais, et induire des réactions de type mort cellulaire. C'est-à-dire que si ça va vraiment mal, on active l'apoptose. Ce n'est pas un cours joyeux, mais bon, c'est la vie. Donc ces modifications de base auxquelles on ajoutera les alkylations sont donc prises en charge par le système d'excision repair, de base excision repair, qui s'appuie sur de nombreuses enzymes, donc, comme je l'ai dit, impliquées successivement dans la reconnaissance des bases modifiées, une incision au niveau de la base modifiée et un remplacement du nucléotide, et puis une ligation, parce qu'il faut remettre le truc ensemble. Ça marche pas mal. Les étapes, les voilà, elles sont... Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas vous embêter avec ça, je vais prendre la suivante, c'est trop compliqué. Voilà. Donc là, vous avez ce qui se passe ici. Vous avez la modification des bases. Ensuite, vous avez la formation d'un site abasique, c'est-à-dire qu'on retire la base, mais le cytosquelette reste. Et puis ensuite, vous retirez le squelette de l'ADN reste. Ensuite, vous retirez le squelette de l'ADN, ce que vous faites un cassure simple brin à ce moment-là. Vous voyez ici. Et puis, vous avez une polymérase qui va aller réparer votre cassure simple brin en copiant le brin qui, lui, était resté intact de l'autre côté. Donc, c'est relativement propre en général. Et puis, vous avez une ligase qui va aller refermer le trou une fois que vous aurez synthétisé votre fragment d'ADN. Le fragment d'ADN va synthétiser de 3' en 5', et puis ensuite, il faut faire la ligation de l'autre côté. Donc ça vous permet de garder une certaine stabilité de votre génome. Alors, les cassures simple brin ou les base excision repair ne sont pas ce qui va être l'axe essentiel du cours. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. On va plutôt s'intéresser aux cassures double brin. Et donc, je vous renvoie à ces articles dont je pourrais vous donner évidemment les références si vous êtes particulièrement intéressé à la description détaillée des étapes enzymatiques. Il faut quand même savoir que le nombre d'enzymes qui sont impliquées dans ces réparations de type BER est extrêmement important et qu'on pourrait s'attendre à un grand nombre de maladies génétiques correspondant à des mutations de chacune de ces enzymes. Mais c'est tellement délétère qu'en fait, la létalité embryonnaire est telle qu'en fait, il y a assez peu de maladies génétiques liées à ces mutations. Ça ne veut rien dire, ça ne dit pas qu'il n'y a pas des effets pathologiques chez les adultes. C'est-à-dire que les mutations peuvent arriver plus tard chez l'adulte. Donc, ce sont des pathologies qui incluent une prédisposition au cancer, des défauts du système immunitaire et quelques anomalies neurologiques, comme certaines formes de maladie d'Alzheimer en particulier, ou de Parkinson. Et puis une susceptibilité aux accidents vasculaires, le stroke. Donc, il y a un article de Kanugovi et collègues, je crois que c'est lui, je ne suis pas sûr, là je ne vois pas d'ici, qui s'attarde un peu plus sur ce point, en se référant en particulier à l'importance du stress oxydatif dans les deux maladies neurodégénératives, Alzheimer et Parkinson, dont je vous ai parlé, et ça je reviendrai longuement sur cette affaire. Donc, dans l'article de Kanugovi, les auteurs rappellent que le cerveau est relativement bien protégé. Ça, c'est la bonne nouvelle, contre les agents délétères extérieurs du fait du crâne et de la barrière hémato-encéphalique qui contrôle le passage des agents toxiques entre la circulation et le parenchyme cérébral. Donc, les lésions de l'ADN cérébral sont liées essentiellement à l'activité métabolique endogène dont nous avons vu, je le répète, en particulier les années précédentes, qu'il est démesuré. C'est un métabolisme extrêmement important parce que notre cerveau a une taille considérable par rapport à la taille de notre corps comparé à tous les autres primates. Donc, nous faisons énormément d'ATP, nous consommons 20% de notre ATP quotidien, notre énergie quotidienne passe dans notre cerveau,
qui ne fait que 2% du poids du corps. Donc vous voyez la quantité de radicaux libres qui sont créés à chaque fois que je fais de l'ATP, je fais des radicaux libres. Donc cette activité métabolique qui est nécessaire au maintien de l'activité cérébrale, en même temps à sa contrepartie qui est la production de radicaux libres, avec les cassures que ces radicaux libres, d'abord les oxydations dans les lipides, dans les protéines, dans l'ADN, et les cassures qu'ils peuvent provoquer. Donc le cerveau fait face à cette situation très particulière grâce à un mécanisme de BER, de Brain Excision Repair, qui est très efficace. Donc les auteurs de cet article ont utilisé une souris dans laquelle certaines glycosylases de la réponse BR, ces glycosylases sont les enzymes qui retirent les bases qui sont mutées, d'accord ? Certaines glycosylases sont mutées afin de comprendre le rôle de BR, en particulier dans la maladie d'Alzheimer et dans le Parkinson. Donc la reconnaissance et l'excision de la base endommagée sont, je vous l'ai dit, les premières étapes dans la voie BR, et le site abisique est ensuite retiré par cette enzyme qu'on appelle APE, qui s'appelle apyrimidique endonucléase, si vous voulez avoir les détails. Donc s'ensuit la réparation, le gap filling et la ligation. Et là, vous allez voir les bases, les modifications essentielles qu'on peut voir. Il y en a deux, il y a 8-oxoguanosine, et puis il y a ça qui s'appelle la FAPIG, qui est aussi une mutation qui est un peu différente. Voilà, qui est une oxygénation qui est sur une pyrimidine. Donc ça, ce sont des modifications qui sont très importantes, et ce sont les lésions principales. Et vous avez ici toutes les glycosylases qui sont impliquées dans l'excision de ces bases qui sont modifiées. Donc ces glycosylases, il y en a 7 ou 6. Et elles ont des actions qui se recouvrent un petit peu, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas d'une spécificité absolue. Elles peuvent être elles ont des activités redondantes. De nouveau, je vous rappelle que l'ADN mitochondrial lui-même peut être oxydé, et lui, il a une très très forte activité de type base excision repair. Donc les souris qui sont mutantes pour OGG1, par exemple pour la glycosylase, ou pour d'autres glycosylases de type NAIL, etc., eh bien, accumulent des lésions qui sont extrêmement fortes. Et vous serez content de savoir que les activités OGG1 en particulier diminuent avec l'âge. Voilà. Donc si j'en viens à la maladie de Parkinson et à l'Alzheimer, eh bien, si je m'en tiens simplement au problème des oxoguanosines, OGG1 est fortement dérégulé dans les cerveaux de malades atteints de la maladie d'Alzheimer et du Parkinson. On constate une très forte augmentation du niveau de 8-oxyguanosine dans l'ADN nucléaire des lobes frontaux, temporaux et pariétaux des malades de la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'une baisse de l'activité OGG1 qui s'adresse essentiellement à l'ADN mitochondrial. On a aussi une baisse, aussi de la bêta-OGG1, qui est l'enzyme mitochondriale, qu'on observe dans différentes régions du cortex chez les malades de la maladie d'Alzheimer. Cette enzyme est augmentée dans la substance noire, qui est là où il y a les neurones dopaminergiques qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson. Donc, elle est augmentée chez les Parkinsoniens, et on explique ça par une réaction possible au niveau extrêmement élevé de guanosine oxydée en position 8 dans l'ADN nucléaire et mitochondrial de ces cellules qui sont soumises à un très fort stress oxydatif. En fait, les neurones dopaminergiques de la substance noire, ceux, je le répète, qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, sont des neurones qui sont extraordinairement soumis au stress oxydatif, et peut-être que j'y viendrai dans le cas du cours. Sinon, plus tard, je crois en mai, nous aurons une journée entière consacrée à ces maladies. Je vous invite, si ça vous intéresse. Donc, je donnerai la date un petit peu plus tard. Donc je passe sur la réparation qui peut se faire au niveau de nucléotides oxydés avant même leur incorporation dans l'ADN. Parce que non, pour faire de l'ADN, il faut des nucléotides dans les cellules qui prolifèrent. Et ces nucléotides peuvent être oxydés avant même d'être incorporés. Donc ça, c'est encore catastrophique. Mais ils peuvent être réparés avant d'être incorporés dans l'ADN.
par d'autres enzymes, en particulier une enzyme qui s'appelle MTH1. Donc toutes ces données sont résumées, je pense, dans cette diapositive, d'une certaine façon, y compris les données qui sont un peu plus confuses, qui sont observées dans les cas d'ischémie cérébrale. On ne sait pas très bien dans quel sens ça va. Mais dans le cas, par exemple, de la maladie de Parkinson ou de la maladie d'Alzheimer, on peut très bien voir que les enzymes de réparation ici sont complètement à part. Là, on voit qu'on a une augmentation du niveau de protéines, mais en fait, on a une baisse de l'activité. Donc, dans la maladie d'Alzheimer et dans le cortex, vous avez une baisse très forte de tous les enzymes de réparation de cette voie de réparation. On parle ici de BER. Et puis, dans la maladie de Parkinson, vous avez une augmentation, mais les auteurs pensent que c'est une réaction à une concentration extrêmement grande de guanosine oxydée. Donc, je vais bientôt clore ce premier cours. Ce cours-là, il est un petit peu catastrophique. Mais vous allez voir, ça va s'arranger. Je voudrais juste, pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, m'engager dans une discussion générale sur le rapport entre réparation de l'ADN et neurosciences. Dans cette diapositive ici, j'ai illustré de façon extrêmement simpliste un certain nombre de tests qu'on peut utiliser pour mesurer la force et l'équilibre. Par exemple, le test du Rotarod, vous prenez une souris ou un rat et vous le mettez sur une de ces roues qui tournent et vous regardez combien de temps il met avant de tomber. C'est un problème d'équilibre, ça engage essentiellement des structures comme le cervelet ou des structures comme la substance noire, c'est-à-dire que vous avez un problème de coordination motrice. Vous avez ici des tests qui sont plutôt des tests cognitifs, c'est-à-dire que là, il faut imaginer que c'est du lait, il y a une plateforme qui est cachée sous le lait, la souris va trouver la plateforme et il faut qu'elle apprenne la plateforme. Ensuite, vous la reprenez, vous la remettez dans le truc, elle s'oriente en fonction de ce qu'elle voit à l'extérieur, et tout de suite, elle va nager directement vers la plateforme. Donc, elle se souvient de ça. Et puis, vous avez des tests qui sont des tests où on apprend à avoir peur. Par exemple, vous avez deux compartiments, et quand vous entrez dans un compartiment, vous recevez une décharge électrique dans les pieds. La deuxième fois, vous hésitez à entrer dans le compartiment. Donc, ça s'appelle de la mémoire. Et puis, vous avez des comportements de type anxiété, c'est-à-dire qu'en général, un animal qui n'est pas anxieux va dans les zones libres au sein de ce qu'on appelle un open field, mais plus classiquement, l'animal reste sur le bord quand il explore, il n'a pas envie d'aller au centre où il est exposé. Donc, vous avez tous ces tests, et évidemment, la souris normale répond de façon normale à ces différents tests. Donc on peut avoir un comportement à peu près classique, on sait comment ça répond. Donc ce sont des sorties comportementales que nous utilisons pour des phénomènes qui affectent les structures cérébrales à tous les niveaux, celui de l'ADN étant un niveau important. Et ça, je le dis parce qu'en fait, quand on pense neurosciences, on pense neurones, on ne pense jamais qu'il y a un noyau avec de l'ADN là-dedans. Surtout les physiologistes, les neurobiologistes ne pensent pas qu'il y a un ADN qui se promène, mais qui est lui-même soumis à des forces physiologiques. Donc la table que vous voyez ici en bas vous donne le nom des structures qui sont les plus impliquées. Par exemple, l'hippocampe et le cervelet, évidemment, sont impliqués dans l'apprentissage de la mémoire spatiale en particulier, et le watermaze permet d'avoir une idée de comment ça fonctionne. Les noyaux de l'amygdale sont impliqués dans l'anxiété, les moteurs, cortex moteur, le cervelet, mais aussi évidemment la substance noire dans les performances motrices, la force motrice aussi, la précision motrice, et ça, le Rotarod, comme je dis, nous permet de le distinguer. Et puis, vous avez la capacité de reconnaître de nouveaux objets qui est liée à l'activité du cortex et de l'hippocampe. Et puis l'amygdale, l'amygdale qui sont, c'est pas là, c'est dans le cortex, sont impliqués dans ce qu'on appelle le conditionnement à la peur ou l'extinction de la peur.
C'est un problème réel, cette histoire d'extinction de vapeur. Hein. Donc, on peut utiliser ces tests dans différents modèles génétiques et en présence ou non d'un stress extérieur. Donc, dans le test du Rotarod, qui est un test de force et aussi un test d'équilibre et de coordination, on constate que la délétion de GG1, hein, qui permet de retirer les guanosines oxydées, eh bien, augmente le nombre de chutes, ce qui suggère un déficit fonctionnel dans les structures qui contrôlent le mouvement et peut-être aussi dans les motoneurones. Donc ça vous permet de faire le lien entre une mutation ou une non-réparation de l'ADN hein, et puis un comportement, parce qu'au fond c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est quand même la sortie physiologique fonctionnelle. Donc ça, c'est pas sans rapport avec la maladie de Parkinson, puisque, je vous le rappelais, la perte en neurones dopaminergiques chez la souris se traduit par des performances motrices diminuées dans le test du Rotarod. Les souris qui sont invalidées par une autre enzyme, NAIL1, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont une diminution très importante de la mémoire spatiale, telle qu'on peut la mesurer dans le test ce qu'on appelle le Water Maze. Et on peut faire un lien possible avec des problèmes de réparation de l'ADN. Cela étant, je vous rappelle que les expériences sur le bêta-A4, vous vous rappelez ce morceau de la protéine, du précurseur de la protéine amyloïde, et des cassures double brin, rend raisonnable de considérer aussi une application des bases modifiées et des cassures simple brin. Donc, en conclusion, dans le contexte de 5% seulement de formes génétiques avérées de ces maladies, que sont la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, qui nous ont occupés qui vont nous occuper et qui nous ont occupés un petit peu aujourd'hui, la possibilité d'une résistance plus ou moins forte via la réparation à des altérations du génome nucléaire et mitochondrial, une hypothèse qu'on doit inclure dans la recherche des causes des formes sporadiques. C'est quand même 95% des pathologies de type Alzheimer ou Parkinson sont sporadiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées à des mutations qu'on a identifiées. Et de ce point de vue, je pense que nous pencher sur la question de la réparation de l'ADN dans ces maladies est évidemment une approche que je crois on doit envisager. Et c'est ce dont je vous parlerai probablement dans les semaines qui viennent, sauf si je change d'avis d'ici là, ce qui peut m'arriver, parce que je change souvent d'avis, mais je pense que non, là, je suis assez embringué dans cette affaire. J'espère que ce n'était pas trop compliqué, mais bon, vous avez un cerveau qui fonctionne bien, donc voilà, et surtout ne réfléchissez pas trop, ça fait des trous. Merci.